Le droit français offre de nombreuses formes sociales. Cette diversité se justifie par l'importance qui s'attache à bien choisir sa forme sociale au regard des spécificités de chaque situation. Nous allons d'abord détailler les différentes catégories de structures, c'est-à-dire en quelque sorte l'offre existante, tant au sein des sociétés qu'en dehors des sociétés. Ensuite, nous indiquerons quels sont les principaux critères de choix. Tout d'abord donc, les différentes catégories de structures. On distingue des structures sociétaires et non sociétaires. Évoquons d'abord les structures non sociétaires. En effet, les sociétés ne sont pas tout. Il est possible de développer autrement une activité économique. C'est le cas tout d'abord de l'indivision conventionnelle, qui est prévue par les articles 1873-2 et suivants du Code civil. Il est possible d'organiser un partenariat en indivision et même de désigner un ou plusieurs gérants de l'indivision. Et le procédé est plus utilisé qu'on ne le pense, notamment par les grandes sociétés pour financer des équipements très lourds, des avions, des entrepôts, des raffineries, etc. L'indivision présente alors une grande utilité pour ces accords entre entreprises. Mais l'indivision est aussi utilisée pour d'autres finalités telles que les fonds communs de placement. Autre moyen d'entreprendre, sans créer forcément une société, l'association. Il s'agit, là encore, d'un groupement de nature à avoir une activité économique. Mais son caractère non lucratif en limite l'utilité. Au mieux, il vise, ce groupement, à permettre à ses membres la réalisation d'une économie. Reste qu'en pratique, de nombreuses associations exploitent une entreprise. C'est le cas des établissements d'enseignement, de nombreuses cliniques, de nombreuses maisons de retraite qui exploitent, dans ce cas, une entreprise. L'association peut aussi ponctuellement remplir certains usages de la société, notamment porter un partenariat entre des sociétés, y compris des sociétés commerciales. Le GIE, ou groupement d'intérêt économique, est un groupement constitué entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, afin de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres. Le GIE n'a pas vocation à réaliser des bénéfices, même s'il peut en faire. Concrètement, il vise avant tout à constituer un instrument de coopération plus souple que la société et plus adapté malgré tout à une fin commerciale qu'une association. La fiducie, quant à elle, est assez mal connue, ce qui est normal car elle est encore relativement récente. La fiducie est un peu l'équivalent du trust anglo-saxon. La fiducie permet de transférer des biens ou des droits qui constituent alors un patrimoine autonome à un ou plusieurs fiduciaires. Fiduciaire qui a la charge d'agir dans un but déterminé au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires. C'est en tant que technique d'organisation du patrimoine que la fiducie se trouve en concurrence avec la société. Ses utilisations possibles sont nombreuses et, à vrai dire, elles sont encore largement sous-exploitées. L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Il faut savoir que jusqu'en 2010, il n'existait que l'entrepreneur individuel. Entrepreneur individuel, c'est-à-dire le professionnel qui exerce directement, sans structure, et répond de son activité sur tous ses biens. Il lui est toutefois reconnu, fort heureusement, la possibilité d'écarter certains de ses biens pour les sanctuariser, les mettre à l'abri de ses créanciers. En 2010 a été créé l'EIRL. Attention, l'EIRL, qui est une entreprise qui ne constitue pas une société. Et à ce titre, elle ne doit pas être confondue avec l'EURL, qui, elle, est une SARL unipersonnelle. Mais, à vrai dire, l'utilité demeure la même. Cloisonner un patrimoine professionnel et limiter ainsi la responsabilité de l'entrepreneur sans, pour autant, créer une société. Après avoir passé en revue quelques structures non sociétaires, évoquons maintenant les structures sociétaires. Il ne s'agit pas encore ici de les examiner en détail. Il s'agit seulement d'en préciser les grandes catégories.
On distingue ainsi les sociétés dotées de la personnalité juridique de celles qui en sont dénuées. La personnalité morale, en effet, est généralement perçue comme essentielle pour conférer à la société toute son utilité. Mais il faut savoir que la personnalité morale n'est pas systématique pour autant. D'abord, elle n'existe pas tant que la société n'a pas été immatriculée, et ce, quelle qu'en soit la forme sociale future. Ensuite, il existe une forme de société sans personnalité juridique, il s'agit de la société en participation. Les rapports, dans cette forme de société, les rapports entre associés sont régis par les statuts, mais vis-à-vis des tiers, l'absence de personnalité morale est assez gênante, car la société, dans ce cas, ne peut agir juridiquement. Tous ces actes doivent être conclus et assumés par chaque associé, en son nom personnel. Autre distinction au sein des sociétés, on distingue généralement entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Les sociétés civiles servent à des activités de détention d'immeubles, comme les sociétés civiles immobilières, des activités de gestion de droits sociaux, ou encore elles servent à l'exercice d'activités professionnelles libérales. Elles sont régies par le droit civil, comme leur nom l'indique. Les sociétés commerciales, quant à elles, servent à des activités autres que civiles, par définition, et ces sociétés commerciales sont souvent commerciales par la forme. C'est le cas des SARL, des commandites, et de toutes les sociétés par action, à savoir la SA, la SAS, toutes sont commerciales par la forme. Cela signifie qu'elles sont régies par le droit commercial. Autre distinction entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Cette distinction est importante notamment en matière fiscale. Les sociétés de personnes sont caractérisées par une forte proximité entre les associés qui, en principe, se connaissent tous. On parle d'ailleurs d'intuitus personae. C'est pour cette raison que les droits sociaux des sociétés de personnes ne sont cessibles qu'avec le consentement des autres associés. Les sociétés de personnes, comme la SNC, la commandite ou les sociétés civiles, sont à responsabilité illimitée. Dans les sociétés de capitaux, au contraire, la personne des associés n'importe pas ou peu. Les associés ne sont tenus qu'à hauteur de leurs apports, et leurs titres sont en principe librement négociables. L'exemple type en est la société anonyme, la SA. Mais cette distinction est imparfaite, car selon leurs caractéristiques propres, la SAS, la société par action simplifiée, ou la SARL, tendent plutôt vers l'une ou l'autre de ces catégories. On pourrait citer encore d'autres distinctions entre les sociétés cotées ou non cotées, par exemple. On pourrait citer aussi d'autres formes sociales spécifiques, comme par exemple les coopératives. Mais ce n'est qu'un aperçu, et mieux vaut maintenant nous intéresser aux critères de choix d'une forme sociale. Les critères de choix d'une forme sociale sont l'objet de plusieurs questions. D'abord, première question à se poser, souhaite-t-on entreprendre seul ou avec des partenaires? Seul, le choix se limite à l'EURL ou à la SASU. Seul, la question même de recourir à la société peut se poser. L'entreprise individuelle, qu'elle soit classique ou à responsabilité limitée, peut être un choix plus pertinent, moins lourd financièrement et administrativement que la gestion d'une personne morale. Deuxième question à se poser, une société pour quelle activité? La nature de l'activité, civile ou commerciale, oriente plutôt vers certaines formes. Plus largement, l'activité commande souvent un certain niveau d'investissement. D'où la question suivante, troisième question à se poser, faut-il réunir ou non des capitaux importants? Les besoins financiers peuvent commander une structure plus capitalistique. La SA, la société en commandite par action, la SCA, la SAS. Par l'ouverture facile de leur capital, ces trois formes sociales sont faites pour lever plus facilement des fonds. Mais la SAS, toutefois, ne peut offrir ces titres au public. Quatrième question à se poser, quelle responsabilité choisir d'assumer? Eh bien, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, tout dépend de son aversion au risque. Tout dépend aussi si l'on a d'ores et déjà un patrimoine à protéger.
Les sociétés à risque illimité ne permettent pas à l'avance de savoir les pertes qui sont susceptibles d'être assumées. Les sociétés à risque limité sont, sous cet angle-là, plus rassurantes. Du moins a priori, car en réalité, cette responsabilité limitée peut être illusoire, soit en raison des sûretés, qui peuvent être demandées personnellement aux associés, soit parce que l'insuffisance d'actifs peut remettre en cause ce cloisonnement. Cinquième question importante à se poser, quel régime fiscal choisir? Les sociétés sont imposables au titre soit de l'impôt sur les sociétés, soit de l'impôt sur les revenus. L'impôt sur les sociétés concerne les sociétés à risque limité, sociétés par action et SARL. C'est la société qui a alors la qualité de contribuable. Les associés ne payent un impôt que sur les bénéfices qui leur sont distribués. Les sociétés de personnes, SNC, société en non collectif, société en commandite simple, EURL, personnes physiques, etc., les sociétés de personnes, quant à elles, sont fiscalement transparentes. Ce sont donc les associés qui ont la qualité de contribuable et règlent l'impôt sur le revenu à proportion de leur quote-part des bénéfices sociaux. Sixième question à se poser, quel degré de liberté dans l'aménagement de la société? En effet, quel est le degré de liberté que l'on recherche? Certaines formes sociales sont rigides et peu aménageables. Les rôles, les pouvoirs, les organes, le fonctionnement, tout est prévu, et souvent de manière impérative. C'est le cas de la SA. Au contraire, d'autres formes sociales sont flexibles, c'est-à-dire très peu régies par la loi. C'est le cas de la SAS, dont le succès considérable ne se dément pas. Ce ne sont là que les principaux critères. En fonction des situations, d'autres questions peuvent s'avérer primordiales. Par exemple, le statut social du dirigeant, ou alors la perspective de la transmission, ou encore la question de l'organisation du pouvoir.